Dans cette quatrième vidéo, nous allons traiter de l'intégration du message nerveux. Donc imaginons ici, donc en bas à droite, le corps cellulaire d'un neurone moteur qui reçoit les messages de deux synapses, une synapse excitatrice à gauche et une synapse inhibitrice à droite. Donc comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la synapse excitatrice qui produit donc de l'acétylcholine va entraîner la formation d'un potentiel d'action éventuellement, et la synapse inhibitrice qui produit du GABA, au contraire, entraîne voilà, une hyperpolarisation qui va à l'encontre d'un potentiel d'action. Et donc on va mettre un petit oscilloscope aussi au niveau du corps cellulaire du neurone moteur. Alors premier cas de figure, avant toute chose, en gros l'intégration du message nerveux, c'est que va faire notre neurone moteur en fonction des messages qu'il reçoit. Donc premier cas de figure, la synapse excitatrice donc reçoit un potentiel d'action et émet donc son fameux acétylcholine. Le corps cellulaire du neurone moteur reçoit donc un message qui, si la dépolarisation est suffisante, va lui permettre lui-même d'envoyer un potentiel d'action. Maintenant, si j'ai un message d'une synapse excitatrice en même temps qu'une synapse inhibitrice, vous voyez ici, au niveau de mon oscilloscope du neurone moteur, j'ai un début de dépolarisation, mais qui n'est absolument pas suffisant pour entraîner un potentiel d'action. Mon neurone moteur n'effectue aucune action, n'envoie aucun potentiel d'action. Donc, ce neurone moteur tient compte de toutes les synapses qui lui sont reliées et de tous les messages qu'envoient toutes ces synapses. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la sommation spatiale. Il tient compte donc de ces synapses dans l'espace, en tout cas celles qui lui sont reliées. Troisième cas de figure. Ici, donc vous avez vu, j'ai un potentiel d'action qui a été généré dans mon neurone moteur, mais en tout cas, voilà, j'avais au niveau de ma synapse inhibitrice un simple message. Par contre, au niveau de ma synapse excitatrice, c'est pas un seul potentiel d'action, mais plutôt un train de potentiel d'action. Donc, le neurone moteur qui reçoit ces messages est capable de faire la différence entre un grand nombre de messages qui arrivent d'une synapse et donc de lui accorder ici beaucoup plus d'importance, tout simplement parce que chez lui, ça va à coup sûr quasiment entraîner cette fameuse dépolarisation. Donc, il va tenir compte non seulement de l'espace, mais aussi du temps, c'est-à-dire que les messages qui ont une fréquence importante, comme c'est le cas de notre synapse excitatrice, ont plus de poids que les synapses inhibitrices. Voilà. Donc, si on regarde ici, on se rappelle que pour avoir un potentiel d'action, il faut absolument que je franchisse le seuil des moins 50 millivolts. Donc, si c'est le cas, c'est-à-dire que mes messages excitateurs sont supérieurs à mes messages inhibiteurs, on va parler de potentiel postsynaptique excitateur et potentiel postsynaptique inhibiteur, PPSE et PPSI. Donc si mes PPSE sont supérieurs à mes PPSI, je vais avoir un potentiel d'action dans mon neurone moteur postsynaptique. En revanche, si mes PPSI sont supérieurs à mes PPSE, c'est-à-dire que la partie inhibitrice est supérieure à la partie excitatrice, je vais peut-être avoir un début, mais si je ne franchis pas la barrière des moins 50 millivolts, en aucun cas je n'aurai de potentiel d'action. Voilà. Donc en bilan, l'intégration du message nerveux, elle est faite avec deux choses. La sommation spatiale, le neurone postsynaptique tient compte de tous les messages des synapses qui y sont reliés, PPSI et PPSE. Et la sommation temporelle, le neurone postsynaptique tient compte des fréquences des messages présynaptiques, à savoir une haute fréquence a toujours plus de poids qu'un simple potentiel d'action qui arrive. Voilà pour cette intégration du message nerveux par les neurones.